Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bonjour Hamid, Bonjour Gaël. je te propose un programme assez dense aujourd'hui, de la géopolitique explosive, un duel de milliardaires, de la techno-optimisme si je puis dire, et puis des secousses politiques françaises évidemment, c'est incontournable. Ah bah, c'est un programme alléchant en tout cas, oui. Alors commençons en géopolitique effectivement, avec ces événements du 9 septembre, Israël qui, mène une, attaque, sur Doha, capitale du Qatar, Oui. et ça pose quand même pas mal de questions. Le Qatar, c'est un médiateur depuis longue date dans ce conflit, israélo-palestinien. Pourquoi Israël aujourd'hui attaque le Qatar? Est-ce que c'est une simple attaque? Est-ce que c'est un message? Et de qu'est-ce qui peut en découler surtout? Bah, le message est très simple, en tout cas du point de vue d'Israël, c'est que, bah, il a expliqué d'ailleurs le premier ministre israélien a expliqué pourquoi il y a eu cette attaque. Un, c'est qu'il y a eu un attentat, qui a eu lieu en Israël et ils avaient bien prévenu qu'il ne resterait pas impuni et puis ils l'ont toujours dit qu'ils poursuivraient les chefs du Hamas où qu'ils soient, donc il y a pas de tabou pour eux. Là, ils l'ont démontré puisque là, c'était vraiment quand même un grand tabou que de franchir, je dirais l'espace aérien qatari et puis d'aller bombarder, je crois que c'est un bâtiment, une villa dans lequel étaient supposés se trouver, des hauts dignitaires du Hamas et qui négociaient justement une sorte de plan de paix par rapport bah, justement, par rapport à Gaza. Conflit, ouais, mais justement, donc on est avec des négociations en cours, une attaque pendant des négociations. Est-ce que ça remet pas en péril tout le processus finalement, Oui, d'autant qu'en fait, les gens du Hamas, les représentants, les chefs du Hamas sont à Doha, au Qatar, mais c'est connu de tous. C'est connu, y compris les Américains qui avaient donné leur autorisation à l'époque et qui, tout en traitant vraiment le Hamas d'organisation terroriste, voulaient garder un canal de communication. Donc c'est pas quelque chose qui était caché. Donc c'était avec, la bénédiction des Américains. Alors ça pose un problème dans le sens où le Qatar pensait qu'il était un allié des États-Unis. La plus grande base du Moyen-Orient se trouve là-bas avec 10 000 personnes. Et aujourd'hui, il se dit, alors c'est une base en plus qui est financée par l'argent qatari. Les gens payent pour être protégés. Et aujourd'hui, quand on lit la presse locale, il se pose la question, mais pourquoi payer pour une base aussi importante si finalement elle ne nous protège pas? Et puis l'autre question qui se pose tous là-bas, que ce soit au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes et en Arabie saoudite, c'est que vaut encore la parole, de Donald Trump? Dans le sens où, ils ne sont pas immunisés contre une attaque, d'Israël et dans ce cas précis, ils disent soit il savait et il n'a rien dit, soit il savait pas, mais il a quand même laissé faire et donc là, ça perturbe énormément, je dirais, les dirigeants de ces pays, du Golfe, qui se posent des questions, d'autant plus et c'est là l'angle quand même qui est économique, c'est qu'ils se sont tous engagés. N'oublie pas que la première visite, de Trump à l'étranger a été faite dans ces pays-là et ces pays-là, bon, le Qatar, on s'en souvient, lui a offert un Boeing, un nouvel, Air Force One? Air Force One, plus de 400 millions d'euros et puis surtout, ils se sont engagés, en tout cas pour le Qatar, à investir entre 3 et 4 000 milliards, hein, donc pas des millions, 4 000 milliards aux États-Unis et en fait, l'idée de ces pays-là, que ce soit le Qatar ou les autres, c'était: «Voilà, on va vous aider et cetera financièrement, on va investir, mais en contrepartie, vous devez résoudre le problème des massacres qui ont lieu à Gaza» et puis évidemment, eux étaient aussi très intéressés de normaliser leurs relations avec Israël parce qu'ils préparent aussi l'après-pétrole, la diversification et cetera et puis là, ils ont l'impression que finalement ils se posent même la question, je voyais ce matin encore, si, cette base qui se trouve au Qatar n'est pas là surtout, en fait, pour défendre Israël. On a donc des négociations qui sont contre-productives a priori, un rôle très compromis du Qatar en tant que médiateur. Ça laisse place à toute possibilité d'escalade en fait maintenant. Je pense pas qu'il y aura une escalade parce que ils en ont pas les moyens, mais je pense qu'ils vont essayer de diversifier leurs sources, non pas de financement, mais d'armement. Ils vont aller regarder du côté de la Turquie, de la Russie sans doute, de la Chine certainement. Évidemment, les États-Unis ne laisseront pas faire, mais ça va être une sorte de bras de fer, donc il y aura peut-être des négociations de part et d'autre et puis nous, Européens, on est quand même aussi concernés parce qu'on a réduit notre dépendance totalement du côté du gaz, russe pour tomber dans une autre dépendance, notamment le gaz qatari et là, on se rend compte, alors aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais que demain, s'il y a un embrasement dans la région, eh bien, ce gaz-là aussi, en tout cas cette fourniture de gaz en provenance du Qatar peut être aussi, être remise en cause donc derrière la géopolitique, il y a aussi des enjeux économiques.
Alors, restons en Europe justement, allons-y en tout cas pour faire peut-être un petit point sur la situation, en France, hein, Ouais. situation assez inédite si je puis dire, puisque c'est la première fois qu'un premier ministre soumet son gouvernement à un vote de confiance et se faire caler, sur Oui. son vote de C'était confiance. prévu, mais bon, quand même. C'était très attendu, Ouais. on est d'accord, mais bon, on sait maintenant toutes les implications qu'il y a là derrière et finalement une France qui perd en crédibilité sur la scène internationale. Oui, et on le voit très bien à travers, les taux d'intérêt. Alors on dit, que oui, d'abord, ça fait un peu 4e République, hein. Ça fait 4e République, je voyais un édito dans les Échos en France qui disait qu'on a l'impression qu'on est en 4e République. C'est une période qui était de 1946 à 58. Je crois de mémoire, il y avait eu plus de 20 gouvernements avec une durée moyenne de 6 mois. Or ici, Barnier est resté, 99 jours, Bayrou, quelques mois, c'est pas terrible. 9 mois. Bon, et alors si on tient compte des anciens premiers ministres comment ça de Macron, on a l'impression on retourne à la 4e République, mais en plus grave parce que du temps de la 4e République, c'était juste après la guerre. Donc c'est vrai qu'il y avait une instabilité politique, mais par contre, on était dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, donc une croissance très, très forte et donc la politique n'avait pas trop d'impact, en tout cas négatif, sur l'économie. Ici, c'est pas trop le cas. C'est pas trop le cas et on le voit avec les taux d'intérêt qui aujourd'hui dépassent ceux de l'Italie. Ouais, ouais, de l'Italie, de la Grèce même, donc la dette française coûte excessivement cher, à la France aujourd'hui. Alors oui, maintenant, quand on regarde ça plus finement, est-ce que c'est la France qui s'est rapprochée de l'Italie ou c'est plutôt l'Italie qui s'est rapprochée de la France? Quand on parle avec des experts, c'est plutôt l'Italie qui a fait baisser. Comment est-ce qu'on peut le voir? En fait, c'est très simple. Le meilleur élève de la classe en Europe, c'est simple, c'est l'Allemagne. Et donc, votre taux d'intérêt, il va être un peu plus élevé que le meilleur élève de la classe, l'Allemagne. Et donc, la différence était de 0,5 emmené pour la France, elle est passée à 0,8. Donc, c'est ce qu'on appelle le spread, l'écart. Voilà, vous donnez un supplément Ouais. de 0,8 par rapport au meilleur élève, l'Allemagne. Et en fait, l'Italie était à 1,5 de différence par rapport à l'Allemagne. Et c'est l'Italie qui a baissé. En fait, on se croise dans l'escalier. En fait, la France est restée un peu montée et l'Italie a fortement baissé. Et donc, c'est l'Italie qui plutôt est en train de faire du bon boulot sur le plan économique, voilà, et la Grèce aussi qui a eu une cure assez drastique et la population l'a payé très, très chèrement. Et donc, ce sont plutôt ces pays-là qui, aujourd'hui, gèrent un peu mieux leurs finances publiques. Après, il faut garder comparaison n'est pas raison. Je veux dire, la dette publique française est au-dessus des 100 mais elle reste quand même plus faible que celle, de l'Italie, par exemple. Ceci étant, la France a toujours été parmi les bons élèves au niveau, économique et là, on se retrouve avec une dégringolade, elle va finir avec un bonnet d'âne, c'est, le fond de la glace. Ah, le Bodenham, on l'a déjà un petit peu. Alors maintenant, c'est vrai que la France, elle est protégée par la Banque centrale européenne. Heu, bon, parce qu'on a quand même appris des choses après la crise, de la dette publique en 2010-2012 avec la Grèce. Alors pour le moment, la Banque centrale n'a pas dit qu'elle intervenait. Christine Lagarde a même dit qu'elle n'intervenait pas pour des douleurs auto-infligées. Elle faisait évidemment allusion au fait que, le président n'était pas obligé de pratiquer la dissolution, qui était vraiment une très, très mauvaise décision. Il est clair que s'il devait vraiment y avoir un écart, au sens premier du terme entre les taux d'intérêt, français et allemands, là, la Banque centrale, pourrait intervenir en achetant, par exemple, de la dette, française. Mais pour le moment, la dette française, elle arrive à se caser, donc les investisseurs l'achètent, mais ils l'achètent en demandant une rémunération supplémentaire et donc ça va peser évidemment sur le budget de l'État français et donc quoi qu'il arrive, vous allez le voir dans les semaines qui viennent, même si maintenant on connaît le nouveau premier ministre Lecornu, ça se traduira par des hausses d'impôts sur les riches. Alors les riches, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand est-on riche? Sur les entreprises. À partir de quand est-on riche? Oui. C'est une question qui est ouais, oui, qui est large, hein. Alors, en fait, c'est marrant la question que tu reposes ici. François Hollande l'avait donnée à l'époque, lorsqu'il s'était présenté, aux élections présidentielles et pour lui, c'était 4 000 € net et ça avait beaucoup choqué les gens en disant: «Mais enfin, on n'est pas riche, voilà, on n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche avec 4 000 € net» et en fait, pour les gens, les riches, c'est Bernard Arnault, c'est des gens qui ont des jets privés, des yachts ou que sais-je. En fait, lui, non, c'est basé sur, un sondage qui a été fait en France et dans ce sondage-là, on se rendait compte que pour le Français, en tout cas pour le son des Français, le riche, c'est juste le voisin de pavillonnaire, si je puis dire, qui a une plus grosse voiture et un pavillon un peu plus gros. Et on arrivait à une moyenne de 4 000 € net. Et c'est comme ça, il n'a pas sorti ça par hasard. Alors, je le sais parce que j'ai déjà rentré quelquefois à Bruxelles, il côtoie des gens qui pèsent quelques centaines de millions, donc il sait c'est quoi un vrai riche. Mais il a voulu frapper l'imaginaire et il s'est basé sur ce sondage-là sans le citer, évidemment. J'en connais un de riche, enfin
il l'a moins été. Ça me permet de faire une transition vraiment facile avec un petit événement quand même, hein, sur la scène économique. C'est le détrônement d'Elon Musk en tant comme le plus riche du monde. Il s'est fait piquer la place, brièvement, mais piquer la place quand même, par le, patron de Oracle, Larry Ellison, qui avait remis des résultats meilleurs qu'attendus au niveau d'Oracle avec de très belles perspectives. Le cours de bourse explose en une journée. La fortune de Larry grimpe de 100 milliards de dollars, ce qui lui permet donc de prendre la tête. Ma question, c'est est-ce qu'on assiste à un vrai déclin d'Elon Musk, qui a une Tesla qui stagne et en face un Oracle qui continue à se développer? Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de très temporaire et voilà? Temporaire, j'en sais rien. Larry Ellison a 81 ans. D'abord, hein, il faut rappeler que s'il a, et ça c'est exceptionnel, s'il a pu voir sa fortune augmenter de 101 milliards en une journée, c'est parce qu'il possède encore 41% du capital d'Oracle. Alors après, c'est une fortune virtuelle, puisque les 101 milliards, voilà, et donc Et volatile. est volatile. Alors, il est à l'abri des besoins, le garçon, il pèse plusieurs centaines de milliards. Il a déjà été numéro 2, numéro 3 du classement mondial déjà dans les années 2000. C'est un proche ami d'ailleurs d'Elon Musk. Alors ici, évidemment, c'est lié au fait qu'il a un contrat de 300 milliards qu'il a signé avec OpenAI. Alors évidemment, on se base plutôt sur des promesses. Et donc, suite à ça, bah, la bourse, c'est le commerce des promesses, hein, finalement. Donc, on a anticipé tout ça. Et donc, le cours de bourse a augmenté 36-38%, je ne sais plus, en une journée, ce qui est colossal. Et donc, forcément, mécaniquement, comme il a 41% de la boîte, bah, il a gagné 101 milliards. Alors, par rapport à ta question sur Elon Musk, je ne suis pas sûr parce qu'Elon Musk, là, on est entre gens brillants, mais il est encore plus brillant. D'ailleurs, on l'a vu, puisque Tesla lui a proposé 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Alors, c'est pas un bonus, c'est pas un salaire ni quoi que ce soit. C'est ce qu'il aura s'il atteint un certain nombre d'objectifs. Il doit, je crois, multiplier de mémoire par 24 les bénéfices. La capitalisation de boursière de Tesla, je crois, est de 1 000 et quelques 1 100 milliards de dollars. Il doit se faire passer à 8 000 milliards. Enfin, des choses que le commun des mortels ne peut pas réussir. Ouais, après ce sont des gros objectifs quand même. C'est de gros objectifs, mais il est capable de les réussir puisqu'il l'avait réussi auparavant. À un moment donné, Tesla valait, je crois, 59-60 milliards et il a réussi à la faire passer à plus de 600 et il a empoché un chèque aussi de plus de 50 milliards. Et à l'époque, tout le monde trouvait que c'était dingue. Je voyais encore la presse écrire en disant: «Mais comment est-ce qu'il va toucher 50 milliards d'un seul coup?» Et personne n'y croyait, n'aurait parié un popec sur lui. Il a gagné. Donc moi, un gars comme ça, j'oserais jamais parier contre lui. Et puis, il y a une grande différence entre lui et Larry Ellison, c'est qu'ici, c'est une boîte qui propose 1 000 milliards et on se rend compte, c'est-à-dire que Tesla, en fait, s'il n'y a pas Musk, Tesla est juste une bête boîte qui construit des automobiles électriques. Et ce qu'ils attendent de Musk, c'est autre chose. C'est que Tesla, sans doute, demain, vendra plutôt des robots humanoïdes davantage que des voitures. Et ça, il n'y a qu'un seul être au monde qui est capable de faire ce genre de pari, c'est Elon Musk. Et puis, bon, c'est aussi quelqu'un qui est un raconteur d'histoire. Tu Ouais, sais, il garde la voix en fait, aussi avec toutes ses activités, il garde une voix et c'est finalement peut-être le vrai pouvoir. c'est le vrai pouvoir et il l'a notamment, c'est une des raisons pour laquelle il a aussi pris Twitter, c'est que c'est un bon storyteller. C'est-à-dire, en fait, la bourse, elle achète les chiffres, mais elle achète aussi, des promesses, hein, des gens qui racontent des histoires et qui ont un track record qui fait que leur histoire est plausible, hein. Voilà. Si Ouais. moi, je me mets demain, je vais gagner 100 milliards, je pense pas que je vais lever le moindre fonds, mais quand c'est Elon Musk qui prend la parole, malgré, les quelques bêtises qu'il a faites ici ou là, la bourse, prend ce qu'il dit pour argent comptant. Oracle a donc fait, de très, très bons, résultats qui ont convaincu les bourses. Il y a un concurrent d'Oracle qui est chez nous, hein, en Wallonie, c'est Odoo et j'aimerais bien qu'on en parle pour arriver sur un sujet qui va te plaire, c'est l'intelligence artificielle. On a beaucoup débattu de cette intelligence artificielle, de sa capacité à, améliorer la productivité des entreprises et il y a quelques semaines dans ce podcast, tu faisais d'ailleurs référence à la dernière étude de MIT qui avait, découvert qu'au final, on constatait une productivité, mais vraiment infime. En tout cas, ça ne se notait pas sur les résultats d'entreprise. Or, le patron d'Odoo vient ici de s'exprimer sur le fait que pour lui, il constatait vraiment qu'en utilisant l'intelligence artificielle, il avait pu améliorer la productivité de ses équipes et en plus attirer de nouveaux clients puisqu'il travaillait mieux Oui. et que du coup, cette IA était vraiment essentielle dans son entreprise. Non seulement essentiel, mais donc ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en augmentant la productivité, on aurait pu imaginer qu'il allait libérer du temps et qu'il n'aurait peut-être pas besoin d'autant de personnel. Pas du tout, comme ils ont une demande qui a augmenté, Il continue à engager. voilà. Et donc
in fine, ce qu'il semble dire lui, c'est que, bah, ouais, la preuve, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA ne détruit pas de l'emploi, selon Fabien Pincars. Au contraire, elle peut créer de l'emploi C'est et une c'est bonne vrai. nouvelle! Alors c'est une bonne nouvelle et j'y ai cru aussi quelques instants. Alors c'est certainement valable, pour lui, donc je ne disconviens pas de son discours et il a un parcours absolument magnifique. C'est quand même une des rares licornes belges puisque sa boîte est valorisée plus de 5 000 000 d'euros. Ceci dit, c'est pas aussi simple que ça parce que, c'est pas le cas pour tous les jobs. Je veux dire, il y a des jobs où ça ne se vérifie pas. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'un comptable va aller plus rapidement, s'il a une clientèle qui est limitée et on va pas déposer 2 fois plus de bilan, 3 fois plus de bilan. Et puis ce que négligent, les tenants de ce genre de discours aussi, c'est que, alors des fois, c'est vrai que par le passé, on a vu qu'une révolution industrielle a détruit des emplois et puis on a créé un Des après. nouveaux? Voilà, ce qu'on appelle la création destructrice de cette économie Schumpeter. Et d'abord, c'est étalé sur des dizaines d'années et c'est vrai que dans un premier temps, c'est souvent d'abord la destruction qui a lieu et puis la création se fait quelque temps plus tard. C'est un peu comme, pas quand on a arrêté enfin, quand le moteur à explosion est arrivé, on a créé des voitures et alors au début, c'est surtout les palefreniers qui ont et que les voilà, tous ces métiers-là ont disparu. Puis alors évidemment, on a construit des autoroutes, on ne pouvait pas deviner qu'on allait, avoir des courtiers d'assurance, des péages, enfin tout ça est venu par la suite. Mais c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'à l'époque, ces changements prenaient des décennies. Aujourd'hui, c'est en quelques mois. On n'a pas le temps de les absorber, ni un patron, ni des employés. Le système social n'est pas fabriqué pour, aussi pour les et puis même les humains, on entend toujours ce discours un petit peu lénifiant qui consiste à dire: «Vous allez devoir vous réinventer et tout». Bon, j'essaie de le faire Et on modestement déjà moi-même et toi aussi, mais on n'aime pas beaucoup le changement et puis des fois, c'est pas évident. Prenons le cas d'un comptable, on lui dit: «Voilà, on va te libérer du temps», mais c'est pas pour ça qu'il va devenir data scientist. Moi, je connais pas mal de comptables qui sont très, très bons dans leur domaine et qui ne sont pas des commerciaux. Est-ce que du jour au lendemain, il va devenir commercial? On lui dit: «Ah bah, tu auras pas le choix». D'accord, mais tout le monde n'est pas et donc c'est pas si évident que ça et ça, je me méfie un petit peu du discours, des fois patronal. Je me souviens, quelqu'un que j'ai interviewé qui s'appelle Alain Minc qui me disait: «Tu sais, je me méfie toujours des patrons qui disent, il y a qu'à, il y a qu'à et si moi je gérais l'État, ça irait mieux». Mais une boîte, c'est un pile bilan qu'on gère, tandis qu'un État, c'est un corps social qu'on gère et c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors après, certains diront: «Oui, évidemment, ceux qui vont réussir, ce sont ceux, qui en plus des humains, donc qui vont maîtriser l'IA». OK, certes, mais ça veut dire quoi? Que deviennent les autres qui ne le maîtriseront pas? Alors on va aller vers une polarisation sociale. Est-ce qu'on va avoir, des gens qui vont se taper dessus? Est-ce que ceux qui auront réussi verront leur tête sur une pique parce que les autres auront été évincés? Est-ce qu'on va aller vers un revenu universel? Donc ça demande beaucoup plus de nuances que simplement ce discours-là qui est intéressant, mais qui pourrait, à mon avis, anesthésier un certain nombre de gens et mon message, c'est simplement de dire: «Oui, c'est peut-être valable pour lui et encore, mais c'est plus complexe». Alors c'est valable pour lui. Il y a un autre patron qui est assez d'accord avec, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est le patron de Mistral en Oui, France. Ils sont, 3 Français à avoir fondé, il y a quelques années, c'est une jeune boîte encore, 2 ans et demi, cette société Mistral, mmh, un vent français qui va prendre une ampleur un peu plus importante dans les prochains mois, les prochaines années. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Mistral que, en l'occurrence, le Times Magazine l'année passée les a intégrés au classement des innovateurs les plus prometteurs au monde. mmh. Donc c'est quand même important pour une boîte française. C'est une, intelligence artificielle européenne, on Oui, peut quand même le préciser, open source, économe en énergie. Elle vient de lever 1,7 milliard d'euros, levée de fonds vraiment conséquente 1,7 milliard. et dans cette levée de fonds, il y a 1,3 milliard qui proviennent de ASML. ASML, c'est une boîte hollandaise. Je me permets rapide de faire une petite carte d'identité Bien pour ceux sûr, qui ne bien la sûr. connaîtraient pas du tout. Pardon pour l'accent, Advanced Semiconductor Materials Lithography, ASML, c'est plus Oh, c'est facile. bien. Chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros. C'est vraiment une mastodonte de la, technologie. Grosso modo, un maillon essentiel dans l'intelligence, artificielle puisque, elle fournit des boîtes comme Intel, comme Samsung, comme voilà, c'est une boîte qui est hollandaise et elle se lie maintenant donc avec, cette boîte française Mistral et ce que moi, je trouve intéressant dans cette levée de fonds, c'est que le patron de ASML, qui est français, Christophe Fouquet, expliquait dans une interview que, fondamentalement, les levées de fonds, elles vont beaucoup se faire entre Europe et États-Unis. L'argent va beaucoup provenir des États-Unis dans les boîtes européennes et pour une fois,
cet argent reste en Europe et développe une intelligence artificielle et une technologie européenne. C'est une bonne nouvelle ça. C'est une excellente nouvelle. Tu as dit beaucoup de choses dans ta présentation qui sont intéressantes. Effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, quand on voulait lever des fonds, notamment pour des startups de ce niveau-là, il y a rien à faire, il fallait aux États-Unis. Il y a une partie du capital de Mistral qui appartient à des fonds américains, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on dit que c'est cocorico, c'est français, mais bon. Alors, c'est vrai que les 3 fondateurs auxquels tu as fait allusion, qui sont des geeks, absolus, restent encore majoritaires. Mais c'est une très, très bonne nouvelle que ça puisse se faire au niveau européen, Une avec nouvelle ère. alors oui, alors l'Hirondelle ne fait pas le printemps, donc je voudrais, juste calmer tes ardeurs en disant d'abord c'est positif. Ceci dit, ils viennent de lever effectivement 1,7 milliard, dont 1,3 qui leur est fourni par leur ami néerlandais. C'est très bien, et donc la boîte aujourd'hui est valorisée à plus de 10 milliards, donc une décalicorne comme on dit. Hem, alors pourquoi je dis qu'il faut raison garder? D'abord c'est positif et tu as raison et on terminera sur cette note-là. Ceci dit, OpenAI, qui est son équivalent, son homologue à Mistral, c'est 500 milliards. Aujourd'hui, elle est valorisée à 500 milliards. Donc, c'est magnifique pour l'Europe, mais on n'est pas encore dans le même niveau, on n'est pas dans la même catégorie. Et il faut commencer par la première marche pour monter l'escalier. Exactement, c'est joliment dit. Merci beaucoup en tout cas, Merci Aziz. Gaël. On pourrait encore en discuter pendant des heures, hein, Mais on se mais retrouve la semaine prochaine. on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec, d'autres actualités, à décortiquer. Merci pour ce regard de café. Et merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.